Toutes les plaisanteries cruelles ne se terminent pas par des rires pour celui qui les a commencées. Parfois, elles reviennent en silence, avec une facture, un contrat signé et une nouvelle clé posée sur la table. C'est ce que Diana Voss découvrit trop tard, après avoir transformé l'entrée de la maison d'Owen Callaway en spectacle pour toute la ville. Elle avait fait déverser 12 voitures en panne devant son portail, pensant humilier un père célibataire, simple mécanicien de quartier et apparemment sans défense. Elle voulait le pousser à vendre le terrain de Cartmill Road, la dernière pièce qui manquait à son nouvel empire de concessions automobiles. Ce que Diana ignorait, c'est qu'Owen connaissait les voitures comme très peu de personnes dans le pays. Et elle ignorait aussi que cet homme silencieux, qui préparait du porridge pour sa fille avant le lever du soleil, cachait une fortune derrière des années de discrétion. Le matin où les camions repartirent, laissant rouille, pneus dégonflés et rire sur les trottoirs, Diana pensa avoir gagné. Owen regarda simplement les 12 véhicules, serra la main de Bonnie et commença à calculer. Owen Callaway se réveillait tous les jours à 5h30, non par obligation, mais par habitude. La petite maison aux murs clairs et au jardin étroit dormait encore lorsqu'il allumait la lumière de la cuisine. D'abord venait le café, puis la casserole sur le feu, puis 3 coups d'eau à la porte de la chambre de Bonnie. La fillette de 7 ans mettait toujours quelques secondes à répondre. Elle apparaissait avec les cheveux en bataille, les yeux sérieux et une question prête, comme si elle avait passé la nuit à organiser ses pensées. Ce mardi-là, elle demanda pourquoi son père n'était jamais en retard. Owen posa le bol sur la table et répondit que certaines choses devenaient plus faciles quand on respectait leur ordre. Bonnie accepta parce qu'elle lui faisait confiance. À l'école, on disait qu'elle semblait plus observatrice que les autres enfants. À la maison, Owen savait que cela venait de la nécessité. Depuis qu'il était resté seul avec sa fille, il avait appris à répondre à tout avec vérité, mais sans lourdeur. Elle méritait de la sécurité, pas des histoires trop belles pour être réelles. Le garage était le cœur de la maison. Il y avait des outils accrochés en ligne parfaite, des pièces rangées dans des boîtes, des chiffons propres pliés sur l'établi, et, près du mur du fond, une vieille boîte métallique rouge, usée sur les bords. Bonnie n'avait pas le droit de toucher à ce qu'il y avait dedans, mais elle pouvait s'asseoir dessus pendant que son père travaillait. Owen disait que certains outils gardèrent des souvenirs, et que les souvenirs devaient être traités avec soin. Pour les voisins de Millfield, Owen n'était que le mécanicien de l'atelier communautaire de la rue Miller. Il réparait des camionnettes, des moteurs de tondeuse, de vieilles voitures, et tout ce que quelqu'un apportait avec espoir. Il demandait un prix juste, parlait peu et livrait dans les délais. Certains pensaient qu'il était pauvre. D'autres pensaient qu'il était orgueilleux. Presque personne n'imaginait qu'il avait choisi de vivre petit après avoir connu la taille exacte de l'argent et du bruit qu'il apportait. Lucas, le voisin de la maison d'en face, était l'une des rares personnes à passer le portail sans frapper. Ce matin-là, il apparut avec 2 cafés de station-service et une nouvelle inscrite sur le visage. Il s'assit à côté d'Owen sur les marches et raconta que Diana Voss achetait des terrains sur Cartmill Road. Elle avait déjà conclu avec presque tout le monde. Il ne manquait que le terrain d'Owen. Diana Voss était propriétaire du groupe Voss Auto, 3 concessions, des bureaux de verre et une réputation bâtie sur des décisions froides. Elle avait hérité d'une boutique de son père et avait multiplié l'affaire avec précision, des prêts bien calculés et une rare capacité à percevoir les faiblesses. Pour elle, les gens étaient des chiffres avec une voix. S'ils acceptaient une proposition, ils étaient intelligents. S'ils refusaient, ils étaient des obstacles. Le terrain d'Owen se trouvait à l'endroit parfait pour la 4e concession. Diana envoya des agents immobiliers. Owen refusa. Elle envoya une autre proposition. Owen refusa encore, sans explication, sans colère, sans négociation. Cela l'irrita plus que n'importe quelle insulte. Elle demanda à Jessica, son assistante, de tout vérifier sur lui. Le rapport fut court. Mécanicien, père célibataire, ancien résident, revenu ordinaire, aucune entreprise visible à son nom, aucune dette importante. Diana lut 2 fois et sourit sans joie. Les gens sans ambition, dit-elle, ont souvent un attachement caché. Nous allons voir si l'attachement résiste à la honte. L'idée des 12 voitures naquit lors d'une réunion fermée. Diana ne cria pas, ne fit pas de discours. Elle pointa simplement la carte, mentionna le délai du projet
et demanda quelque chose qui rende la présence d'Owen dans ce quartier inconfortable. En 2 jours, Jessica engagea des dépanneuses, localisa des épaves dans des parcs de 3 villes et organisa la livraison pendant la nuit. C'étaient des véhicules refusés par des garages, vendus aux enchères pour presque rien, certains sans vitres, d'autres sans siège, tous avec une apparence d'abandon. Sur chaque pare-brise brisé, une affiche disait « Vente d'épave ». À 4h50 du matin, les camions arrivèrent sans klaxon. Une par une, les voitures furent déposées devant la maison d'Owen, en 2 files tordues, bloquant le garage, l'entrée et la moitié de la vue sur la rue. Lorsque la dernière dépanneuse repartit, Cartmill Road semblait s'être transformé en dépôt. Owen sortit à 6h15 pour prendre le journal. Il s'arrêta sur la véranda avec sa tasse à la main. Bonnie apparut peu après, encore en pyjama, et resta à côté de lui à regarder la scène. Il y avait une berline cabossée près du portail, un pick-up sans phare, une Jeep tordue, un coupé couvert de peinture écaillée et d'autres véhicules qui semblaient avoir traversé des années de négligence. « Quelqu'un nous a donné des voitures ?» demanda Bonnie. Owen respira lentement. Avant qu'il ne réponde, Lucas traversa la rue presque en courant. Il dit qu'il avait vu les dépanneuses, qu'il avait reconnu un chauffeur lié à Voss Auto et que ce n'était pas une coïncidence. Pendant qu'il parlait, des rideaux s'ouvraient, des voisins sortaient, des téléphones apparaissaient. Un garçon à vélo filmait en riant. Une femme près de la boîte aux lettres commenta assez fort que c'était ce qui arrivait quand des gens têtus voulaient jouer aux importants. Owen ne répondit à personne. Il descendit les marches, tenant Bonnie par la main et marcha entre les voitures. Il observa chaque capot, chaque pneu, chaque numéro effacé, comme s'il lisait un message caché. Au 8e véhicule, un modèle bas, couvert d'épaisses couches de peinture, il s'arrêta plus longtemps. Il toucha le côté avec 2 doigts, puis il frappa légèrement le châssis. Le son net fit changer ses yeux pendant un instant. Bonnie le remarqua, mais ne posa pas de questions. Elle connaissait le silence de son père lorsqu'il trouvait quelque chose d'important. Une demi-heure plus tard, la photo de la maison circulait déjà dans les groupes de la ville. La légende disait qu'Owen avait ouvert une case de luxe dans son propre jardin. Diana reçut l'image sur son téléphone alors qu'elle prenait son café au bureau et s'autorisa un bref sourire. Elle demanda à Jessica de confirmer si la mairie avait été prévenue. Elle l'avait été. Avant le déjeuner, un inspecteur arriva accompagné du policier Greer. Ils furent polis, mais apportaient une notification prête. Owen aurait 30 jours pour retirer tous les véhicules ou répondrait d'une accumulation irrégulière en zone résidentielle. Owen lut la feuille, la plia et la mit dans sa poche. Greer sembla attendre une protestation. Il n'en reçut aucune. Quand tout le monde fut parti, Bonnie demanda s'ils avaient des problèmes. « Pas encore, » dit Owen. « Et après ?»« Après, cela dépend de ce que ces voitures sont vraiment. » Il retourna au garage, prit une lampe, ouvrit son carnet à couverture noire et écrivit 12 numéros. Owen ne toucha pas les voitures ce jour-là avec précipitation. Il les toucha comme quelqu'un qui reconnaît une pièce sombre avant d'allumer la lumière. Le matin, il emmena Bonnie à l'école par une rue latérale. Lorsqu'il revint, il trouva Lucas sur le trottoir, regardant les voisins prendre des photos. Lucas s'excusa de ne pas avoir empêché les dépanneuses. Owen lui tendit une clé démonte-trou et dit qu'il avait besoin d'aide pour pousser la berline bleue jusqu'au garage. Diana apprit la réponse d'Owen ce soir-là. Elle n'aima pas le ton. Elle attendait de l'irritation, une demande d'aide, peut-être une tentative désespérée de vendre le terrain avant que toute la ville ne le traite comme un problème. Au lieu de cela, Owen semblait trop calme. Jessica entra avec une autre information. Il avait tiré la première voiture jusqu'au garage et avait passé 6 heures à travailler. « Laissez-le », dit Diana. Un mécanicien qui répare une épave n'est encore qu'un mécanicien occupé. La première voiture sortit 2 jours plus tard. Le moteur qui auparavant toussait ronronnait proprement. Owen lava la carrosserie, changea les filtres, les freins, les fluides et publia l'annonce avec des photos nettes et une description honnête. Il la vendit cet après-midi-là à un professeur retraité. La deuxième, un pick-up que Diana croyait ne même pas valoir le remorquage, eut besoin de pièces qu'Owen avait déjà localisées. 3 jours plus tard, un maçon l'acheta. Bonnie suivait tout, assise sur la boîte rouge, faisant ses devoirs pendant que son père se nettoyait les mains. Elle demandait combien coûtait chaque pièce, pourquoi une courroie fatiguée faisait autant de bruit,
Pourquoi certaines personnes jetaient de bonnes choses? Owen répondait que beaucoup de gens confondaient apparence et valeur et que c'était une erreur coûteuse. La semaine suivante, Diana demanda une nouvelle pression. Une dénonciation environnementale anonyme conduisit un inspecteur chez Owen. L'homme arriva en s'attendant à trouver de l'huile au sol, des pièces jetées partout, un désordre facile à enregistrer. Il trouva des bacs de récupération, des fûts scellés, des étiquettes, des factures et une organisation meilleure que celle de nombreux ateliers agréés. Owen ouvrit chaque armoire sans se plaindre. L'inspecteur repartit en disant qu'il n'y avait aucune infraction. Diana reçut le rapport en silence. Jessica remarqua que sa patronne serrait le stylo. Puis vint la deuxième tentative, une notification pour vente irrégulière de véhicules à une adresse résidentielle. Owen lut la feuille pendant que Bonnie coloriait un arbre dans la cuisine. Au lieu d'avoir peur, il appela Carter Webb, avocat recommandé par Adrien, une vieille connaissance de son époque à Détroit. Carter écouta, demanda des documents et rappela cet après-midi-là. Il expliqua qu'Owen pouvait vendre quelques véhicules en tant que particulier, à condition de respecter la limite légale. Pour continuer sans risque, il demanderait une autorisation temporaire de revente. Owen autorisa. Carter demanda encore si tout cela avait un lien avec Diana Voss. Owen regarda par la fenêtre vers les voitures restantes et répondit que c'était probablement le cas. « Alors occupe-toi des papiers, » dit Carter. « Moi, je veille à ce que personne ne transforme la précipitation en piège. » Pendant ce temps, Adrien analysait les photos envoyées par Owen. Le 7e soir, lorsqu'il reçut les images de la 8e voiture, il appela immédiatement. Sa voix était basse. « Owen, tu sais ce que tu as là? J'en sais assez pour ne pas l'annoncer. » Adrien resta silencieux, puis il demanda des photos du châssis, du tableau de bord, de la structure avant et de la numérotation cachée sous la peinture. Owen envoya tout avant minuit. Le lendemain matin, Adrien confirma. La voiture était une BMW E30 M3 de 1988, rare, recherchée par les collectionneurs, rejetée par quelqu'un qui n'avait pas su regarder. Même maltraitée, elle valait plus que tout le monde ne l'imaginait. Owen ne célébra pas. Il sépara seulement des outils spéciaux, ferma le garage et posa une feuille sur la vitre. Ne pas toucher. Les autres véhicules continuèrent à partir. Une vieille Jeep devint voiture de ferme. Une berline allemande, après avoir reçu une nouvelle suspension et une révision complète, fut vendue à un jeune médecin. Une camionnette rouillée révéla une structure solide sous la saleté et trouva acheteur en moins de 24 heures. Chaque vente était enregistrée par Carter. Chaque reçu était conservé. Chaque photo avant et après allait dans un dossier organisé. La ville commença à changer de ton. Les mêmes voisins qui avaient filmé s'arrêtaient maintenant pour demander comment ils récupéraient des voitures si perdues. Owen répondait avec politesse, mais n'offrait pas de spectacle. Anna publia un autre article. Un père célibataire transforme une provocation en travail honnête. Diana ordonna de fermer l'écran dès qu'elle vit le titre. Ce vendredi-là, Jessica apporta le montant estimé des ventes. Diana ne leva les yeux que lorsqu'elle entendit le chiffre. Plus de 70 000 étaient déjà entrés et il restait encore des véhicules de valeur. Le coût de la plaisanterie avait été inférieur à 4 000. Pour la première fois, Diana comprit qu'elle avait peut-être financé sa propre gêne. « Découvrez qui il était avant Millfield », ordonna-t-elle. La réponse vint d'un ancien contact de Jessica dans le secteur automobile. Owen Callaway avait travaillé chez Hartwell Restoration Group à Détroit pendant 11 ans. Pas comme simple employé. Il avait été ingénieur senior en restauration, évaluateur de véhicules rares et consultant en achat privé. Il avait participé à des négociations millionnaires, restauré des modèles historiques et quitté l'entreprise avec une participation silencieuse dans des fonds liés au secteur. L'homme que Diana avait traité comme un obstacle connaissait de l'intérieur le marché qui soutenait son empire. Diana resta longtemps à regarder le rapport. Il n'y avait pas de colère sur son visage, seulement un calcul en retard. Elle demanda ses propres chiffres financiers. Jessica hésita, mais les lui remit. Le groupe Voss Auto portait une dette importante auprès de Meridian Bank, contractée pour financer l'expansion précédente. Les ventes du trimestre étaient inférieures aux promesses. Si les résultats ne s'amélioraient pas, la banque pourrait placer la dette sous surveillance et tout renégocier dans des conditions difficiles. Chez Owen, Carter expliquait la même chose avec des mots simples. Les banques vendaient parfois des contrats de dette lorsqu'elles voulaient réduire le risque.
Un acheteur qualifié pouvait acquérir la position et gagner un pouvoir de négociation sur l'entreprise débitrice. Owen écouta sans se presser. Il avait des ressources mises de côté, des lignes de crédit intactes, d'anciennes participations et maintenant de l'argent nouveau provenant des voitures que Diana avait livrées devant sa porte. « Elle a voulu me pousser hors de ma maison », dit Owen. Carter demanda s'il voulait se venger. « Non, je veux de la stabilité pour Bonnie, et je veux qu'ils arrêtent de croire qu'ils peuvent acheter le respect avec la peur. » La 8e voiture fut vendue 38 000 $ à un collectionneur recommandé par Adrien. L'acheteur n'essaya même pas de réduire le prix après avoir vu l'expertise d'Owen. Lorsque le transport quitta Cartmill Road, Lucas resta immobile près du portail, impressionné. « Tu as tiré de l'or de là où il voyait des déchets, » dit-il. Owen rangea la planchette dans le dossier. Ce n'était pas de l'or, c'était de l'attention. Il restait encore une Mustang 1969, couverte d'une peinture négligée, avec un intérieur vide et une vitre cassée. Owen ne la mit pas en vente. Il passa des nuits à retirer les couches de peinture jusqu'à révéler un vert menthe délicat. En voyant la couleur, sa main s'arrêta. Bonnie demanda pourquoi il était devenu silencieux. Owen répondit que certaines couleurs rapprochèrent les gens, même sans faire de bruit. La Mustang commença à être restaurée lentement. Moteur d'origine, siège refait, vitres neuves, éclats récupérés. Pendant qu'il travaillait dessus, Owen avançait avec Carter dans la proposition faite à Meridian Bank. Lorsque le mois se termina, 11 voitures avaient été vendues légalement, l'entrée était propre, la mairie n'avait plus aucune raison d'agir, et Diana reçut une copie de la clôture de la notification. Le même jour, Carter appela. « Owen, la banque a accepté de discuter. » Son silence ne dura que le nécessaire. Alors fixe le rendez-vous. La réunion avec la banque ouvrit la voie à l'achat de la concession principale. Diana arriva en pensant imposer ses conditions, mais trouva Owen avec des chiffres clairs, Carter à ses côtés et un financement approuvé. Il n'y eut pas de cri. Il y eut une signature. 40 jours plus tard, l'enseigne Voss Auto fut retirée et remplacée par Callaway Auto. Tous les employés restèrent. Bonnie entra en tenant la boîte rouge à outils et sourit en voyant la Mustang verte dans l'atelier. Diana, désormais consultante, comprit l'ampleur de sa propre erreur. Owen ne gagna pas en humiliant quelqu'un. Il gagna en prenant soin de ce que les autres avaient méprisé. Les voitures, la maison, sa fille, la mémoire et le respect pour toujours en ce lieu.